l'esprit. Oui, tout à fait. Je veux aller un petit peu plus loin sur cette cohérence. Pour comprendre des connaissances, il faut les avoir écoutées, il faut immédiatement les appliquer. Je reprends ce que je disais tout à l'heure sur exercice-application. C'est une application qui demande du temps. Il faut chercher, il faut en discuter. C'est très intéressant de voir les élèves dire il faut en discuter, c'est l'expression. Tant qu'on n'a pas exprimé quelque chose, on ne peut pas comprendre, ça va plus loin. Pour comprendre une connaissance, il faut l'agir. C'est la relation savoir-savoir-faire. Et il faut exprimer ce qu'on a agi. Tout à fait. Et il faut chercher. Tant qu'on n'a pas fait ces choses-là, on n'a pas compris des connaissances. Or, la variabilité le permet, et sans la variabilité, ça ne le permet pas. Et ça me paraît être là l'élément capital. Oui. Les élèves disent aussi souvent qu'ils ont le temps de réfléchir. C'est vrai. Pour la réflexion personnelle, ils ont du temps. Et ça paraît être un fait nouveau pour eux. On a le temps de s'arrêter un peu, réfléchir, et sur la réflexion personnelle, échanger tout de suite, et avec ses pairs, avec les camarades, au lieu de, comme l'expression dit, suivre le cours. Suivre le cours, ça veut dire, certainement, suivre notre rythme, et essentiellement écouter. Et à propos du mot suivi, je voudrais prendre ce terme, parce qu'il est terrible. Suivre un cours, ça veut dire être derrière. Bon, il faut se dire cela. Or, c'est parce que je cherche des professeurs. Alors, cette continuité, réfléchir, vous dites réfléchir. Réfléchir, c'est, comme je l'ai dit, appliquer, agir, ou et c'est discuter, ou et, comme vous le dites, discuter avec ses pairs, avec ses camarades, avec le professeur. Moi, je voudrais bien savoir, au fond, combien il y a de professeurs de nos collègues qui n'estiment pas indispensable de faire ces applications, et ces réflexions, et ces discussions. Et combien, quand ils le font, ne sont pas désespérés de constater qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure et qu'ils ne peuvent pas le faire en un quart d'heure. Je suis absolument convaincu que l'écrasante majorité des enseignants, au bout d'un quart d'heure de discussion, se disent c'est affreux, on n'a rien fait. Nous l'avons tous connu. Donc je crois que c'est une évidence maintenant. Achever quelque chose, aller jusqu'au bout de quelque chose et non pas s'interrompre sous des prétextes purement mécaniques comme la sonnerie de l'heure. Il y a réellement un aspect anti-biologique, anti-humain dans le fait d'être piégé dans une situation de cours morcelé. Moi je pense que dans l'approfondissement, il y a aussi notre concept, il est beaucoup plus difficile à définir, c'est de savoir utiliser des connaissances. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a que l'utilisation au sens matériel, mais quand on n'a pas utilisé une connaissance, c'est-à-dire appliquer des connaissances à d'autres champs, à d'autres situations, eh bien, je crois que ça ne peut pas vraiment être une connaissance appropriée. Pour s'approprier une connaissance, je prendrais volontiers la formule formation de base. Qu'est-ce que c'est ? C'est une formation qui sert de base à l'utilisation dans la vie. Je ne parle pas ici seulement naturellement vie professionnelle, vie culturelle, vie sociale, vie familiale. Je ne crois pas qu'il y ait approfondissement s'il n'y a pas possibilité de relier cette connaissance à l'autre, d'appliquer les connaissances à quelque chose de la vie. Les professeurs constatent une démarche nouvelle de leur part par rapport aux objectifs. Ils disent que faire 1 heure de cours, c'est une pratique connue, le cours assez rituel. Mais quand on envisage à faire travailler les élèves pendant une durée plus longue, pendant 3 heures, pendant 4 heures, mettre en marche des phases différentes de l'apprentissage, ils disent que là, pour ce travail plus long et davantage varié, ils sont obligés de reformuler très très clairement les objectifs. Ne pas clarifier les objectifs aux yeux des élèves, c'est leur faire croire que tout est également important. Or, quand tout est également important, plus rien ne l'est. Et par conséquent, faute d'avoir clarifié ces objectifs, les élèves ne savent plus où ils en sont. Et je crois que là, la gestion du temps devient essentielle si on veut relier des objectifs généraux, comme par exemple être capable de se documenter, être capable de trier des informations, être capable de relier des informations. Entre parenthèses, je considère que ces objectifs sont communs à toutes les disciplines, qu'on peut aussi bien le faire en géographie, ou en physique, ou en je ne sais pas quoi. Et que par conséquent, si on veut vraiment essayer d'être cohérent, c'est-à-dire d'avoir des objectifs généraux, reliés à des évaluations cohérentes, reliés à une méthode de formation cohérente, là, la gestion du temps, elle devient inévitable. Une autre gestion du temps devient inévitable. On ne peut plus le faire comme on le fait aujourd'hui. Ce qui est intéressant, que dans les durées longues, dans une séquence, par exemple, de 3 ou 4 heures, comme le rythme est plus naturel, et effectivement, par l'implication, les élèves travaillent plus profondément, les professeurs ont l'impression qu'ils ont le temps de l'évaluation. Par exemple, on fait très très souvent, à la fin de la séquence, pendant 10 minutes, avec des instruments d'évaluation rapides,
facile et surtout variée également, une évaluation de la séquence, l'évaluation de l'acquisition de connaissances, de méthodes de travail, des comportements, en mettant l'accent dans une évaluation sur un espace de l'évaluation sur un autre. De temps en temps, cet emploi du temps mobile permet de répondre à d'autres objectifs pédagogiques et à d'autres types de travaux. Oui, c'est le travail à rythme individuel. Quand les équipes choisissent de travailler de cette façon, il se passe ceci. Les professeurs ayant les mêmes élèves, les élèves ayant les mêmes professeurs, les professeurs peuvent échanger leurs élèves. Ce qui fait que, au long d'une matinée, le professeur de français va se tenir à la disposition de groupes d'élèves, des 4 classes, dans une salle, de la même façon que le fera le professeur de mathématiques, d'anglais ou de MT. Quelle est la tâche du professeur pour le travail à rythme individuel? Bien, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que ces séquences de travail à rythme individuel ne sont pas artificielles. Elles sont l'aboutissement, le prolongement d'une longue préparation auprès des élèves. Il n'y aurait pas de travail à rythme individuel si nous n'avions pas préparé les élèves à un certain nombre de choses, par exemple à des séquences longues dans le cadre de la modulation du temps, à un travail personnel sur fiche, à un travail en groupe, à une recherche documentaire, à des méthodes de travail où l'élève puisse être actif, où il puisse se prendre en charge. Donc, ces conditions étant remplies et cette préparation étant faite, on peut mettre en place le travail à rythme individuel. Les élèves sont capables, maintenant, de travailler autrement. Alors, quelle est la tâche particulière, j'allais dire concrète tout d'abord, du professeur? La tâche concrète du professeur, c'est d'élaborer, c'est de prévoir les instruments de travail, les fichiers, les dossiers sur lesquels les élèves vont devoir travailler. Alors, mon rôle est de les aider, donc de répondre à leurs sollicitations, de répondre à leurs questions, de les aider s'ils se posent un problème, s'ils n'arrivent pas à résoudre un problème, soit personnellement, soit en groupe. Est-ce qu'ils ne perdent pas de temps, les élèves, pendant ces travaux? Je crois plutôt que parler de perdre du temps, je crois qu'il faudrait dire plutôt qu'ils en gagnent, parce qu'à partir du moment où les élèves choisissent leur temps, leur organisation du temps, leur travail, leur méthode de travail, ils sont bien sûr plus motivés et donc ils ne perdent pas de temps, ils vont plus vite dans leur travail. Quelle est la différence pour vous entre le lundi matin habituel et le lundi matin à rythme individuel? La différence, c'est que on n'est pas obligé de respecter l'emploi du temps. C'est-à-dire que avant, quand on avait des matières, on était obligé d'aller dans les matières. Tandis que le travail à rythme individuel, on choisit nos matières. Par exemple, si on a décidé de faire que 2 matières, on fait 2 matières ou une seule matière. Et ce que j'ai retenu de ce que j'ai entendu et ce que ça me suggère comme réflexion, je vais les limiter au nombre de 5, mais c'est déjà pas mal. D'abord, j'ai entendu des élèves dire des choses très intéressantes comme on perd pas de temps. Enfin, c'est extraordinaire parce que on pourrait croire qu'à l'inverse, quand on les laisse se débrouiller, ils perdent du temps. Non, ils perdent pas de temps. Ils sont naturellement plus motivés. Ils ont, ce qui est très intéressant, ils disent, mais ce travail individuel, ce qui nous permet de travailler par équipe. Je crois qu'il y a là une phrase importante. C'est qu'effectivement, individuel ne veut pas dire tout seul, peut vouloir dire seul de temps en temps, peut vouloir dire aussi et surtout qu'on leur permet de travailler par équipe. Ceci dit, 4 autres remarques. D'abord, et je le prendrai en premier, c'est que ça apprend aux élèves à gérer leur temps. Alors je crois qu'on ne dira jamais trop que nombre d'adultes ont comme problème vital qu'ils ne savent pas gérer leur temps. Qu'ils ne savent pas gérer leur temps, ni dans leur travail, ni dans leur vie quotidienne. Et nombre d'étudiants. Et nombre d'étudiants. Gérer son temps, mais c'est une chose extraordinaire. Bon, ça, c'est un apprentissage de la gestion du temps. Deuxièmement, ça suppose, ne serait-ce que pour des questions de discipline, qu'ils aient une tâche. Il faut que le professeur leur donne une tâche, ou qu'eux-mêmes prennent une tâche et la discutent avec le professeur. Or, ça aussi, c'est une question essentielle que de savoir se définir une tâche, suivre la tâche, la réaliser. Ça m'apparaît aussi un point capital. Le point suivant, c'est la pédagogie de soutien, la pédagogie différenciée. Sans une telle formule, on n'arrivera pas à faire une véritable pédagogie de soutien. Or,
tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faut une, comme tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une pédagogie différenciée. On veut même aller plus loin. Et nous avons essayé en pédagogie des adultes de faire ce qu'on appelle l'évaluation formative, selon les idées de Piaget, c'est-à-dire de prendre 2 ou 3 élèves ensemble et de les aider à voir non pas ce qu'ils savent faire, mais comment ils travaillent, quelles sont leurs démarches et quelles sont leurs difficultés. Ça n'est possible que si on a un temps relativement long avec un groupe d'élèves. Et mon Dieu, c'est tout à fait possible si pendant ce temps les autres ont une tâche et que cette tâche ils la suivent et que de temps en temps on va voir où ils en sont. Et enfin, quatrièmement, et les élèves ont insisté dessus, c'est que ça permet qu'ils se connaissent mieux, que le professeur les connaisse mieux, mais qu'ils se connaissent mieux. Et là, c'est aussi un point essentiel d'évaluation. Donc c'est porteur d'idées tout à fait capitales dans la pédagogie. Les élèves choisissent effectivement la tâche. Les 3 professeurs donnent une semaine avant les tâches, ce que les élèves doivent faire, non pas terminer pendant ces séquences à rythme individuel, mais peut-être une semaine après à la maison. Donc c'est véritablement un travail qui se complète, un travail scolaire, un travail à la maison, et au choix de l'élève. Donc quand ils choisissent le temps, ils choisissent d'abord la tâche. Je pense qu'en entendant ce que vous venez de dire, ça rétablit la valeur organisatrice de l'éducation. Oui, tout à fait. Et ça rétablit la valeur éducative et la valeur éducative de l'organisation. Structurant. Je pense que c'est extrêmement important. Alors ceci dit, je crois qu'il faut quand même parler des difficultés et rendre ici hommage à tous ceux qui l'ont fait, oui. Et à Mme Oustier en particulier, c'est qu'il ne faut pas faire d'illusion. C'est a priori beaucoup plus simple de faire un cours. Tout ce qui est cette organisation, tout ce qui est discussion, tout ce qui est recherche et réflexion qui sont absolument impliqués dans toute cette méthode, c'est beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. L'une des réflexions aussi d'un des élèves là, me frappe beaucoup parce que je crois que ça touche au fond de nos nécessités d'enrichir qualitativement notre enseignement pour l'ensemble des élèves. C'est qu'il a dit que dans ce type de responsabilité de son travail, il ne bâcle plus. Et effectivement, il est important de se dire que dans des temps morcelés, dans des temps dans lesquels il y a trop d'enseignement par rapport aux exercices d'apprentissage et d'acquisition et d'application des élèves, eh bien, on donne l'habitude aux élèves de ne pas jouer certaines choses, ou de les faire rapidement, ou de les faire d'une façon insatisfaisante pour eux. Est-ce que les professeurs disent que dans ce type de travail, ils sont beaucoup plus près aux élèves? Ils voient véritablement comment est-ce que les élèves travaillent. Ils voient donc plus rapidement les difficultés et ils peuvent les aider d'une façon plus efficace. Et on retrouve les deux idées. L'une de Rousseau qui disait déjà qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner, et l'autre idée, l'autre remarque de Talleyrand qui disait à son cocher là, au congrès de Vienne, doucement, je suis pressé. La formule d'emploi du temps utilisée aujourd'hui dans l'enseignement secondaire, au collège et au lycée, n'a jamais été repensée, remise en question depuis le XIXe siècle. Cette formule d'emploi du temps a été utilisée par des générations et des générations sans aucun changement. Les principes de base de cette organisation sont l'uniformité et l'immobilité. La journée scolaire se compose par la répétition invariable des heures de cours, et cette logique se retrouve également dans la construction de l'année scolaire. Une semaine type d'emploi du temps est élaborée,
est répétée invariablement au cours de l'année. Nous pourrions donc peut-être réfléchir ensemble à la signification de la mise en place d'une pratique d'emploi du temps variable, mobile, souple pour l'école d'aujourd'hui. J'en viens aussi au niveau du rôle de l'enseignant. Si l'enseignant est encastré dans un emploi du temps rigide, immobile, statique, dans lequel il n'a aucune part d'organisation. Il est fait une fois pour toutes, il est discuté d'une manière abstraite au mois de juin, ajusté un petit peu au mois de septembre, puis ensuite c'est terminé. Il n'y a plus aucune intervention possible de l'enseignant par rapport à des durées, par rapport à des qualifications variées de sa méthode d'enseignement. Alors le résultat, c'est que l'enseignant lui-même, sans qu'il s'en rende compte, mais au fur et à mesure, se laisse dégrader par cette structure inerte. Cet aspect apparaît de la même manière, et on pourrait dire peut-être d'une façon plus grave pour les élèves. L'élève qui entre en 6e a le même système d'organisation de la journée, de la semaine, de l'année qu'en terminale. Pendant toute sa scolarité dans le secondaire, il ne connaît qu'un seul système, je dirais, de travail et qu'un seul système d'organisation. Il n'y a jamais de variabilité dans ce système. Les séquences ne durent pas un peu plus, un peu moins. Il n'y a pas de différence entre l'organisation d'une semaine et d'une autre. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, qu'il n'y a pas de différence entre l'organisation même de premier cycle du collège et entre la conception d'organisation de lycée. Ce qui me semble central dans votre proposition, c'est que ce n'est pas la proposition d'un modèle général. Et je dirais, au fond, elle n'a pas la caractéristique de beaucoup d'innovations qui, par définition, sont exclusives d'autres innovations. Si on groupe les élèves par niveau, cela ne veut dire qu'on ne les regroupe pas selon d'autres règles. Si l'on fait de l'interdisciplinaire, cela veut dire qu'on abandonne la discipline. Si on crée des activités type méthodes actives, cela veut dire qu'on ne fait pas de cours magistraux, etc. Mais que vous avez créé un dispositif ouvert, qui à aucun moment ne peut se transformer en idéologie, mais qui peut apparaître comme la matrice d'un certain nombre de changements possibles. À partir d'un emploi du temps transformé, on peut imaginer que l'on travaillera essentiellement sur des variations dans le rythme des apprentissages des élèves. On peut imaginer qu'on essaiera d'y introduire du travail en équipe des enseignants, y compris par une présence commune devant les élèves. On peut imaginer qu'on l'utilisera pour renforcer certains aspects disciplinaires ou au contraire pour introduire des croisements interdisciplinaires. Et par conséquent, en fait, il s'agit moins d'essayer de transformer l'idéologie de l'école que de créer un dispositif moteur. Ce qui est